Alors, bonjour vous tous, bien-aimés du Seigneur, et bonjour aux visiteurs. Sachez que vous êtes autant les bien-aimés du Seigneur que les membres. Soyez le bienvenu aujourd'hui. On va parler du conflit, de la difficulté, des tensions qu'il y a entre la science et la religion. Et des tensions qui sont très fortes. Est-ce que vous savez, j'appelais ça évolution versus création, versus pas dans le sens l'autre côté de la médaille, mais dans le sens l'opposé, le contraire. Est-ce que vous savez quel âge a notre planète? Certains scientifiques nous répondent qu'elle a 4,5 milliards d'années et que la vie est apparue il y a environ 500 millions d'années. C'est ce qu'ils nous disent. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? Si je prends un texte dans le livre de la Genèse, parce que c'est le livre où il explique un petit peu la création, on va lire le livre de la Genèse, chapitre 5, verset 3. C'est dit, Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et lui donna le nom de Seth. Il avait 130 ans, et il prenait le temps pour avoir des enfants, eux autres. Hein? Les jours d'Adam après la naissance de Seth furent de 830 ans. Il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Adam vécurent furent de 930 ans, puis il mourut. C'est très précis en fait d'année. Hein? Seth, âgé de 105 ans, engendra Énoch. Seth vécut, après la naissance d'Énoch, 807 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Seth furent de 912 ans, puis il mourut. Il y a vraiment dans la Bible une façon de décrire la chronologie des choses de façon assez claire. Mais nous savons que au 6e jour de la création, Dieu créa l'homme et la femme. On les a appelés Adam et Ève. Par la suite, la Bible donne des détails étonnants sur la longévité exceptionnelle de nos premiers parents. Nous lisons ici qu'Adam il est mort à 930 ans. Wow! La Bible donc décrit si bien la chronologie de nos ancêtres qu'il nous est possible de brosser un tableau sommaire des datations jusqu'à aujourd'hui. Et vous savez, Richard faisait souvent des présentations sur la chronologie à l'intérieur de la Bible. Et on peut voir, par cette datation biblique, le tableau suivant. De Adam au déluge, on a à peu près 2000 ans. Je mets ça à peu près là. Du déluge jusqu'à Abraham, 1000 ans. D'Abraham jusqu'à Jésus, à peu près 2000 ans. Et Jésus jusqu'à aujourd'hui, c'est facile. 2000 ans, on est en 2012. Donc l'âge de la Terre, selon la Bible, à peu près 7000 ans. Donc on est dans notre 7e millénium de l'âge de la Terre. Oh, il faut trouver, excusez. Dernièrement, j'ai assisté dans un amphithéâtre de l'Université Laval à une conférence intitulée « Les origines ». Ça a été présenté ici comme annonce. J'ai été étonné du malaise qu'avait l'orateur, un physicien nucléaire, géologue et adventiste, d'affirmer que notre univers avait été créé en 6 jours. Lors de la période des questions, il y avait dans la salle des scientifiques évolutionnistes purs et durs. Et je crois qu'ils n'ont pas été convaincus par les propos de l'orateur de notre modèle créationniste. Aujourd'hui, j'aimerais
vous aider à répondre avec conviction de notre ou de votre foi en un Dieu créateur et qui fait toutes les choses en 6 jours. Mon message est inspiré d'une conférence donnée par Laurence Tisdall, très connu dans le milieu chrétien. Il est le président de l'Association de sciences créationnistes du Québec. Je vais débuter par des versets bibliques. Vous connaissez évidemment le premier verset de la Genèse, premier verset de la Bible. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Verset 31. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, c'était très bon. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Tout ça a été créé en 6 jours. Nous croyons que l'origine de la vie procède d'une intelligence, d'une intention, d'une volonté, et que l'origine de la vie a été engendrée par un créateur. On le connaît, ce créateur-là. Il est venu sur terre, puis c'est Jésus. Le modèle créationniste découle du premier verset de la Bible. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. L'univers serait donc le résultat d'une intelligence extraordinaire, une intelligence divine. C'est à cela que nous croyons, n'est-ce pas? C'est notre modèle créationniste. Le modèle évolutionniste, popularisé par Charles Darwin en 1859, dans son livre Origine des espèces, suggère que la vie serait apparue de manière spontanée, sans l'aide d'une intelligence préalable ou d'un créateur. Il y a 2 idées qui s'opposent et qui s'opposent encore aujourd'hui. Est-ce qu'on peut marier ces 2 idées? La conférence qu'on avait eue à l'université, on essaie, en tout cas dans les questions qui étaient après, les gens, les étudiants, finissaient par comprendre ou dire que un jour, les 2 vont se fusionner. Hein? On va pouvoir, par la science, connaître mieux Dieu et par Dieu connaître mieux les choses de façon scientifique. Il est facile de constater, ce qu'on va voir aujourd'hui, que ces 2 modèles sont diamétralement opposés et ne peuvent en aucun cas se rallier. Toutefois, certaines personnes essaient de marier ces 2 modèles pour n'en faire qu'un qui satisfasse leur intelligence. On a donc inventé la théorie du Big Bang. Laissant à Dieu le soin de déclencher le Big Bang, la première réaction, et laissant au temps d'organiser les choses vers la vie que l'on connaît aujourd'hui. Et ça a pris beaucoup de temps. Alors, on en met des millions d'années. Mais tout cela est vain, car on ne peut jamais faire avancer une vérité en l'enrobant de fausseté. Je vais vous présenter une petite image. Il y a une subtilité dans cette image-là, je vais essayer de vous faire voir ça. L'évolution de l'homme, hein? Dans mes conversations avec les évolutionnistes, je me suis aperçu qu'il y avait une grande confusion entre le mot évolution. Quand on parlait d'évolution, on se mêlait un petit peu. Et on avait tendance à confondre évolution et adaptation. L'évolution est l'idée qu'à travers à peu près 5 millions d'années, la vie est apparue à partir de la matière non vivante et qu'ensuite,
elle a changé en petites bactéries, sur les poissons, et en amphibiens, en reptiles, en oiseaux, en mammifères, puis après ça, des humains. Dans ce modèle, toute vie complexe possède son ancêtre d'une complexité inférieure. Puis plus on va loin, on tombe sur la petite bébite, la petite bactérie. Ne pas confondre avec les adaptations. Les adaptations d'une espèce, qui sont des petits changements à l'intérieur d'une même espèce, permettant de s'adapter à son environnement. La sélection naturelle en est une adaptation, les mutations génétiques en est une aussi. Ce sont des procédés par lesquels ces changements s'opèrent. Mais tout le monde est d'accord avec ce procédé. Ici, il y a une petite adaptation. Il mêle les deux, c'est pour ça que ça mêle les gens. Lui, il s'est adapté. On dirait qu'ils se sont adaptés, hein? Mais ici, il y a un problème. C'est deux espèces, complètement différentes. Mais ils mettent ça dans le même tableau, alors ça nous mélange un petit peu. Il a changé les espèces. On a un singe qui est une espèce, et on a un homme. Ça, c'est pas une adaptation, ça. Il y a vraiment un problème. Mais à la fin, oui. Et souvent, quand on parle avec un évolutionniste, il va nous parler de toutes les adaptations qu'on peut avoir dans une espèce. Donc, il se dit, on peut aussi venir du singe. Grosse adaptation, tu sais. Alors, il mêle adaptation et évolution. Pourtant, beaucoup de personnes utilisent ce modèle de micro-évolution pour soutenir leurs idées d'évolution à grande échelle. Ils confondent les choses et ils confondent les gens. Dans le modèle créationniste, chaque espèce est une entité en soi qui tire son origine au moment de la création. Aucune espèce ne découle d'une autre. Elles ont tous été créées différentes par une intelligence supérieure. Chaque espèce a son propre code d'identité, qu'on appelle l'ADN, qui lui est unique. Donc, quand vous allez parler avec des évolutionnistes, vous allez avoir ce problème. Quand ils parlent d'adaptation, mais ils confondent avec évolution, qui est vraiment, là, il y a un problème. Ici, on va parler d'évolution. Il y a un autre problème. Souvent, qu'on s'aperçoit quand on parle avec des scientifiques. Souvent, on entend parler de créationnisme, c'est nous autres, ça, comme étant une religion, soutenue par des théologiens aux esprits faibles. Et quand on parle d'évolutionnisme, d'évolution, là, on fait référence à la science, soutenue par des scientifiques aux esprits bien intelligents. Ce n'est qu'une forme d'intimidation. Parce que c'est complètement le contraire. Et on va le voir aujourd'hui. Alors, vire ça en l'envers, voilà. Ça, c'est la réalité. Vous pouvez croire qu'il y a plus de science dans le modèle de la création que dans le modèle, car ce modèle se démontre très bien par des expériences concrètes. On va l'expliquer, vous allez voir. Et que cela prend beaucoup de foi pour croire dans le modèle de l'évolution, car ce modèle n'a jamais été expérimenté et qu'il est toujours au stade des hypothèses. Il n'est pas facile de croire qu'en faisant sauter une imprimerie des milliards de fois, vous finirez par obtenir un dictionnaire en bonne et due forme. Ça prend de la foi. Il est important de comprendre que l'évolutionnisme est une religion sournoise qui désire se substituer au christianisme clair et limpide d'un Dieu créateur.
donné qu'on est des scientifiques ici un petit peu, hein, on a été à l'école, on va faire une équation. Dans le modèle évolutionniste, l'équation est la suivante. On prend de la matière, on additionne de l'énergie, gros éclair, beaucoup de temps, et on finit par avoir la vie. C'est l'équation, eux autres. Dans le modèle créationniste, nous, c'est la même chose. Oui, il y a la matière, il y a de l'énergie, c'est Dieu. Le temps, pas beaucoup. Dieu est capable de faire ça vite, mais ça en prend un peu, quand même. Mais on ajoute l'intelligence. C'est la seule différence. C'est l'intelligence. Nous, on ajoute cet ingrédient-là pour que la vie apparaisse. En regardant l'équation simplifiée de l'origine de la vie, il est facile de constater que la seule différence entre le modèle évolutionniste et créationniste, c'est l'élément d'un Dieu qui crée. Eux, ils n'en veulent pas. Si vous voyez une belle maison à l'extérieur, vous savez qu'il y a eu préalablement une intelligence qui a conçu les plans. C'est évident. Par contre, si vous voyez un immeuble à plusieurs étages, un gratte-ciel, vous savez qu'il a pris une intelligence un petit peu plus grande pour construire ça parce que c'est plus complexe, hein? Si vous voyez une petite ville avec plusieurs édifices, des rues, et ainsi de suite, vous vous dites, il y a sûrement eu une intelligence encore meilleure pour avoir construit cette ville-là où tout est fonctionnel. Il me semble que c'est assez évident. Mais vous savez, les évolutionnistes croient, et ça prend beaucoup de foi, que la petite maison, un jour, laisse-la avec les intempéries puis le temps, elle va devenir un building. C'est beaucoup de foi, ça, quand même. Mais si vous voyez une petite ville en plusieurs immeubles, vous vous dites, bon, vous devez savoir que dans une petite cellule, il y a autant de complexité que dans une petite ville. Vous pouvez croire qu'il y a donc eu inévitablement un génie qui a construit la petite cellule vivante. Rien qu'à la voir, c'est une évidence. Je vais vous donner 5 trucs. 5 arguments irréfutables contre les évolutionnistes. Prenez des notes. Parce que sûrement un jour, vous allez être confronté à un évolutionniste pur et dur, et on est tellement intimidé devant quelqu'un qui est un cerveau de la science, n'est-ce pas, que parfois on en perd les mots. Mais les choses sont tellement simples et évidentes, je vais vous en donner 5 arguments, ils fonctionnent tout le temps. Rien qu'un des 5 est suffisant pour lui dire que l'évolutionniste, ça n'a pas de bon sens. On va commencer par le premier. Seule la vie peut engendrer la vie. Vous y direz ça. L'évolutionniste croit que la vie a s'est engendrée imperceptiblement de la matière non vivante et que par la suite les espèces se sont transformées et ont émergé les uns à partir des autres par un processus naturel. C'est la pensée évolutionniste. Il a été démontré de façon scientifique que la vie ne peut pas être engendrée par une complexité de matière inanimée. Il y a fut un temps, dans les années 1850, on croyait à la génération spontanée. On mettait un steak, là, puis après ça, il y a des mouches, des vers, puis tu dis, hey, ça pousse seul la vie, tu sais. On pensait que la vie, ça pouvait sortir de tout seul, là même. Tu laisses aller les affaires, puis c'est sale, puis la vie apparaît, tu sais.
Et le docteur Louis Pasteur, vous connaissez Louis Pasteur, il est inventeur de plusieurs vaccins, il a inventé la pasteurisation, ça y a pris 5 ans, a refuté avec brio la théorie de la génération spontanée dans la micro-organisme. Lui, il a prouvé, de façon hors de tout doute, que la vie ne vient que parce qu'il y avait de la vie avant. Et que la vie ne peut pas partir de rien, de la matière complexe. C'est impossible. Il l'a démontré, c'est scientifiquement prouvé. Nous enseignons encore aujourd'hui la théorie de l'évolution qui croit à la génération spontanée. Mais, pour ne pas nous faire ridicule, nous appelons maintenant cela la soupe prébiotique. Cherchez dans le dictionnaire, soupe prébiotique, c'est le milieu qui a précédé l'apparition de la vie sur Terre. La soupe prébiotique. Il fallait trouver une autre expression, n'est-ce pas? Donc, seule la vie peut engendrer la vie. C'est prouvé. Tout dans l'univers va vers le désordre. C'est une grande évidence. Sans l'intervention extérieure, toute matière organisée se désorganise dans le temps. Et c'est facile à voir. Hein? Il est facile de démontrer que si on ne fait rien, alors tout s'effondre, tout s'use tout seul. Vous n'avez qu'à voir le pont de Québec. Il tombe en ruine, il rouille tout seul. Il a été démontré scientifiquement que notre univers tend vers un désordre de plus en plus prononcé. Plus on laisse aller les choses, plus elles deviennent dans un état de chaos où l'énergie se disperse. Une auto va rouiller par le temps. On n'a jamais vu l'inverse. Les cellules vieillissent. On ne rajeunit pas. Même si les esthéticiens ont essayé de nous faire croire l'inverse, c'est pas vrai. La théorie de l'évolution nous fait croire, sans fondement, que du chaos peut naître l'organisation de la vie. C'est incontestablement impossible, et on y croit quand même. Seule la vie peut engendrer la vie. Tout dans l'univers va vers le désordre. Troisièmement, notre code génétique est trop génial. Vous connaissez ça, le code génétique? Notre code génétique, on appelle ça l'ADN, possède une information structurée, intelligente, qui ne peut être le résultat du hasard. C'est comme un gigantesque complexe de programmes de construction. Les instructions du code sont tellement d'informations et longues qu'en écrivant ça, tu peux faire de la Terre au Soleil 400 fois. Comme les stings. Tu sais, les stings. Il y a énormément d'informations. Chaque cellule, chacune de nos cellules possède une ADN unique. Et chacune des cellules possède cette structure d'information programmée. C'est un peu notre code héréditaire de nos parents et ainsi de suite, pour la construction de notre body. Chaque cellule possède le même code, mais utilise une partie du code qui a besoin. C'est pour ça que l'œil ne poussera pas sur une orteil, puis le nez va être au milieu de la face. C'est marqué dans la structure du code ADN. C'est programmé pour que toute chose se place exactement où ce qu'il faut. Un os, c'est un os, puis du cartilage, puis une veine, c'est une veine. Puis tout ça doit se construire quand les petites cellules viennent à naître. Puis... Cette information est si intelligemment disposée
qu'elle doit incontestablement provenir d'une grande intelligence. Comme chaque roman a son auteur, chaque programme, puis lui il est gros, il a son programmeur. Les évolutionnistes, eux autres, tendent à nous faire croire que le code ADN s'est programmé lui-même tout naturellement. C'est comme si une revue couleur, prenez une revue couleur, là, c'est beau, c'est en couleur, il y a des articles, puis il y a des belles choses là-dedans, vient à l'existence qu'en échappant de l'encre sur du papier, puis qu'à un moment donné, on pogne une revue couleur. Qu'il n'y a jamais eu de journaliste, il n'y a jamais eu de graphisme, il n'y a jamais eu d'éditeur, il n'y a jamais eu d'imprimeur, il n'y a jamais eu personne, la revue est arrivée. Ça prend de la foi. Et certaines personnes croient que c'est possible. Seule la vie peut engendrer la vie. Tout dans l'univers va vers le désordre. Notre code génétique est trop génial. Oh, il y avait ce dimanche pour le code génétique. C'est l'ADN. Quatrième, la complexité irréductible d'une cellule. La complexité irréductible d'une cellule. Il est impossible de réduire une cellule, la mettre moins complexe, sans qu'elle meure. C'est embêtant. C'est comme, on peut comparer à une montre. Si vous lui retirez un élément, s'il y a une petite guire, non, on la lève, elle ne marche plus. Il a forcément eu intelligence dans la construction de la montre pour qu'elle fonctionne harmonieusement avec tous ces éléments ensemble. T'enlèves un morceau, elle ne marche plus. Nous savons qu'il existe des êtres unicellulaires simples qu'il nous est impossible de simplifier davantage sans qu'ils meurent. Pour que cet être unicellulaire demeure en vie, nous devons conserver une extrême complexité dans son fonctionnement. Tout ce montage demande une grande intelligence car nous ne trouvons aucun ancêtre vivant moins complexe. Si c'est parti de à peu près de rien, il devrait être quelque chose de pas compliqué, puis qu'à un moment donné devient compliqué, puis qu'à un moment donné ça... Il n'y en a pas avant ça. On ne trouve rien. Si le modèle évolutionniste est vrai, nous devrions découvrir une cellule primitive simple. Mais il n'en existe aucun modèle fonctionnel plus simple qui a été notre précurseur. Mais les évolutionnistes essaient de nous faire croire qu'un jour, ils vont la trouver, la cellule. Je cherche encore. Et à un moment donné, ils vont trouver quelque chose. Ça fait 12 ans pas, ils trouvent rien. Pardon? Oui, ils cherchent dans la glace, puis ainsi de suite, ils vont finir par trouver cette cellule-là. Ils vont chercher. Donc, oh, excusez. Donc, seule la vie peut engendrer la vie. Tout dans l'univers va vers le désordre. Notre code génétique est trop génial et la complexité irréductible d'une cellule fait que elle n'a pas d'ancêtre moins complexe. Fait que ça prend quelque chose tout ensemble pour que ça marche. Cinquième élément, les probabilités sont nulles. Marc est ici? Merci Marc d'être là. J'ai la misère à comprendre ça. Les probabilités sont nulles. On nous dit que ça nous... Il y a toujours une chance sur quelque chose, hein, de gagner à la loterie. Fait qu'ils disent, il y a une chance sur quelque chose, que c'est une chance, c'est une chance. Il nous fait voir demain, c'est une chance, t'en as une, hein? C'est ce qu'on va voir. On va essayer de comprendre ça. Les probabilités que la vie apparaisse. La vie ne peut en aucun cas être le simple résultat du hasard. C'est mathématiquement impossible. On va vous le démontrer. Quand nous examinons l'ADN de l'organisme le plus simple vivant, là, capable d'exister par lui-même, là, les possibilités deviennent tellement petites qu'on peut dire qu'ils sont nuls. Pour produire l'ADN
de 3-4 millions de paires de bases dans une séquence aléatoire, on a vu l'ADN, pour que ça marche, puis que le programme tombe, puis que ça soit fonctionnel, nous avons une chance sur plus de 10 exposants 2 millions d'arrangements possibles. Une sur 10 à l'exposant, vous avez vu ça, l'exposant à l'école? 10 à la 2 millions. Ah, tu dis, il y en a une, tu sais, il y en a une chance. On a qu'à attendre qu'elle arrive, tu sais. Il est bon de savoir que le chiffre de 1 sur 10 exposant 80, pas 2 millions, 80, est un chiffre infiniment petit dans la mathématique de notre univers. Car il représente le nombre d'atomes de tout notre univers. Vous allez me dire, c'est pas si énorme, là, 10 à la 80, le nombre d'atomes, des atomes, il y en a dans l'univers. Attendez-moi, j'arrive. Une probabilité plus petite que 10 à la 80, c'est une probabilité nulle. Il est donc mathématiquement impossible que la vie soit apparue de manière hasardeuse. L'origine de la vie ne peut en aucune manière être discutée en termes de probabilité. On va expliquer ça. C'est qui est bon dans les chiffres, là. Ouais, je vais y aller à ce bord-là. L'univers est fait surtout des atomes d'hydrogène. Donc, on va prendre l'atome d'hydrogène comme étant la base. D'accord? Une atome d'hydrogène, on sait qu'on peut la peser. Je ne sais pas moi si on fait ça, là. C'est 1,8 fois 10 à la moins 24 grammes, la masse d'un atome d'hydrogène. Bon, c'est très léger. Donc, on peut savoir que dans un gramme d'hydrogène, on a 0,6 fois 10 à la 24 atomes. Dans un gramme d'hydrogène, on a tant d'atomes. C'est quand même beaucoup, là, 10 à la 24. Mais la masse d'une étoile moyenne, on peut prendre le Soleil, qui est une étoile moyenne, ça pèse 2 fois 10 à la 33 grammes. C'est très pesant, une étoile quand même. Fait qu'étant donné qu'on sait comment est-ce que l'atome dans un gramme, puis que lui, il a 10 à la 33 grammes, on a qu'additionné 24 plus 33, on a 10 à la 57. C'est le nombre d'atomes que possède une étoile moyenne. Le nombre d'atomes dans une étoile. C'est quand même assez volumineux, une étoile moyenne. 10 à la 57. Hey, c'est gros, 10 à la 57. Ça prend un gros papier pour écrire ça. Mais on sait à peu près, quand on regarde l'univers, on sait qu'une galaxie moyenne, c'est 100 milliards d'étoiles à peu près. Alors, c'est 10 à la 11 étoiles dans une galaxie. Et quand on regarde l'univers au complet, on a à peu près 1000 milliards de galaxies, 10 à la 12 galaxies dans notre univers. Donc, on prend 57 plus 11 plus 12, on arrive à 10 à la 80. C'est le nombre d'atomes dans tout l'univers. Et eux disent qu'on a une chance sur 10 à la 2 millions. Et entre 80 et 2 millions, là. 2 millions. Une chance sur 10 à la 2 millions. Alors, on dépasse et de beaucoup le 80. Hein? Alors, c'est vraiment dire qu'il n'y en a pas de probabilité. Donc, en chiffrant, notre univers contient donc 10 exposant 80 atomes dans sa partie visible à nos yeux. C'est-à-dire dans la partie où la vie peut être enclenchée. Parce qu'il y a des trous noirs, puis toutes sortes de portails dans l'univers, tu sais, mais il n'y a pas de vie qui s'enclenche là-dedans. Donc la partie visible à nos yeux, c'est la partie où la vie peut éclore. Parler d'une chance sur 10 à l'exposant 2 millions, c'est d'affirmer, tout simplement, que c'est impossible dans notre univers que la vie apparaisse de façon hasardeuse. Il y a beau dire, il y a une chance, tu sais. Ben oui, mais sur un chiffre qui est impossible. Quand nous regardons un tant soit peu la complexité de la vie, il est facile d'en déduire qu'elle provient d'un miracle.
Il n'existe aucun appui scientifique qui soutienne l'idée que la vie provienne d'une évolution naturelle des choses. 5 arguments incontestables. Seule la vie peut engendrer la vie. On n'a jamais démontré l'inverse. Tout dans l'univers va vers le désordre. Et c'est tellement facile à démontrer. Montrez-y le pont de Québec. C'est évident, tout va vers... quelque chose d'organisé, laissez-le aller, touchez-y plus, il va se désorganiser. Notre code génétique est trop génial pour apparaître spontanément. C'est trop extraordinairement bien fait. La complexité irréductible d'une cellule, on n'a jamais trouvé une cellule ancêtre moins complexe que les cellules qu'on a, qui sont en vie. Et les probabilités sont tellement nulles. Ça vous dit quelque chose, cet arbre-là? On représente souvent l'évolution de la vie par un arbre. Vous savez, avez-vous déjà fait votre arbre généalogique? Ah, on a fait ça, hein? Notre arrière-grand-père, puis ainsi de suite. Puis ça part comme ça d'un ancêtre, là, puis lui s'est marié avec un tel, puis ils ont eu des enfants, puis ainsi de suite, puis il y a des branches, puis il y a plein de branches en haut. On utilise le même stratagème. Ça brouille l'esprit, ça. Pour parler de l'évolution des espèces. Quand vous parlez de votre arbre généalogique, il y a un singe là-dedans. C'est toute la même espèce, hein? C'est tous des humains. Tu sais, il n'y a pas un poisson quelque part, là. C'est toute la même espèce. Mais ici, ils parlent la même affaire. Ils font un accolage d'idées. Ils parlent d'un arbre. Ils disent c'est l'arbre généalogique de la vie. Qui, au début, il y a une petite bébite, là, qui est devenue complexe. Là. Ils ne savent pas trop. Ils citent les points rouges, là. C'est les chaînons manquants. Ils ne savent pas, mais à un moment donné, ça s'est divisé. Ils ne savent pas trop pourquoi. Puis à un moment donné, nous autres, on est là-dedans, là. Les oiseaux, ils citent, là, puis l'arbre généalogique. On utilise souvent la représentation d'un arbre généalogique pour représenter l'origine des espèces. Cette façon de faire trompe notre intelligence. Si la vie provient d'une longue chaîne de changements graduels, alors où se trouve l'ancêtre de chaque espèce? On devrait retrouver dans la nature l'ancêtre de chaque espèce animale capable de se reproduire et d'être prêt à muter un jour en une espèce différente. On devrait les voir. Pourquoi on ne les voit plus? Ça s'appelle ça les chaînons manquants. C'est qu'ils n'ont jamais existé. Cherchez-les pas, il n'y en a pas. Ils en inventent. Ils trouvent dans le sol une dent, là. Là, avec sa dent, là, ils font un singe, tu sais, puis qui nous ressemble, tu sais, un peu, là, avec des pattes, puis tout, avec une dent, tu sais, faut le faire quand même. Puis là, il dit, c'est ça le chaînon manquant, tu sais. L'idée que la vie provient d'un ancêtre lointain qui s'est transformé en plusieurs espèces d'êtres vivants, l'image d'un arbre, est totalement inexacte. Nos observations démontrent l'inverse. Donc, on devrait tourner ça en envers. On marchait comme ça. Ce qui s'est produit, nous autres, ce qu'on sait, Dieu a tout créé ça en même temps. Toutes les possibilités des êtres ont été créées. Puis par la suite, on s'aperçoit qu'on perd des espèces. On perd des espèces. On perd des espèces. À la fin, il va rester rien que l'homme. Puis rien que nous autres. Puis même lui, il va mourir. Au fait, l'inverse, c'est la réalité, l'inverse. Tout a été créé en même temps, puis l'arbre devrait être en l'envers. Connaissez-vous, j'appelle ça l'aphorisme, l'œuf ou la poule? Est-ce la poule qui est apparue en premier ou c'est l'œuf? Ou l'œuf? Savez-vous qu'une poule, ça peut pondre un œuf? Mais l'œuf, pour qu'il devienne une poule,
Qu'est-ce que ça prend? Vous savez ça prend un coq. Ça prend un coq. Si tu prends un œuf puis il n'y a pas de coq, ben, si tu fais des omelettes, c'est correct, là, mais il ne deviendra jamais poussin. Il faut qu'il soit fécondé par le coq pour qu'il puisse faire quelque chose puis produire d'autres choses. Pour qu'une espèce survive, elle doit se reproduire. Vous avez remarqué ça? C'est fort. Un arbre, c'est pareil. C'est fort. Si la volaille qui est là existe encore aujourd'hui, c'est que la poule et le coq sont apparus en même temps. Et ça, les probabilités sont encore plus difficiles, là. C'est 2 fois 1 sur 10 à la 2 millions. Ça. Et fonctionnel. Et dans le même temps et dans le même lieu. Dans l'univers. Rajoute des zéros. Quel hasard dans notre arbre généalogique que tout ça arrive fonctionnel en même temps. Le problème majeur, c'est qu'il n'existe pas dans la nature d'espèces transitoires, intermédiaires. Chaque espèce est unique et pleinement fonctionnelle. C'est assez miraculeux, n'est-ce pas? Croyez-vous vraiment que l'homme descend du singe? Hein? Tu rases ce gars-là, puis ça obtient là. Si vous avez vu le film La planète des singes, ils vont vous dire l'inverse. Tu es en train d'enseigner que le singe descend de l'homme. Oui, mais il cachait dans l'histoire, il cachait. Mais soyez assurés, l'homme descend de Dieu. Mais une force démoniaque pousse l'humain à rejeter cette indéniable vérité, incontestable, prouvée quasiment, c'est évident même, mais on ne veut rien savoir. Il y a vraiment un problème dans le coco des gens, là. Il faut comprendre que la théorie de l'évolution est la pire erreur jamais commise dans l'histoire de la science. Si c'est que moi qui le dis, ça n'a pas beaucoup de valeur. Mais il y a des scientifiques qui disent cela. Que la théorie de l'évolution, ça n'a pas de bon sens. Et pourtant, c'est ce qu'on enseigne dans nos écoles. Les enjeux sont importants. Si nous retirons le créateur de l'équation, alors tout notre regard sur la vie aura une perspective fausse. Et nos choix et nos actions seront dénudés de vérité et d'amour. Sans Dieu, le bien et le mal n'ont plus de repère. Si l'homme descend du singe, alors nous pouvons décider nous-mêmes ce qui est bien ou ce qui est mal, et notre vie vaut pas mieux que celle d'un animal. Qui sont les plus intelligents? Lisons un texte. Ils disent pas ça ici dans ce texte-là. Dans Luc 10, 21. Jésus dit, en ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et il dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Nous, on n'est pas les sages et les intelligents, on est les enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. On dirait qu'ils ont les yeux voilés devant une vérité tellement évidente que pour que la vie existe, ça a pris un créateur.
Il est important que nous réalisions que nous avons été créés à l'image de notre Créateur et de comprendre le projet que Dieu a pour chacun d'entre nous. Jésus est venu rétablir la vérité. Cette vérité que l'homme s'acharne à rejeter comme il a rejeté le Christ. Comme Jésus, soyez de puissants étendards de la vérité en un Dieu créateur. Et je prie que Dieu vous garde dans cette vérité qu'il est le Dieu créateur. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse.